Bonjour à vous, puis bonne Saint-Jean à ceux qui sont au Québec. J'espère que ce sera l'occasion pour vous, ça a été l'occasion hier soir d'être entouré de gens qui vous font du bien, de fêter, de danser, peut-être de chanter, de retrouver à l'intérieur de vous de belles traditions. Les traditions, c'est quoi? C'est des façons de s'exprimer, des façons d'être en lien, mais qui émanent de la population du peuple. Alors, c'est intéressant de resituer la tradition à travers la crise qu'on vit. Bon, je pense à ça spontanément avant de commencer ma vidéo qui va porter sur, je vais dire comme ça, là, les mots qu'on ne dit pas. Vous avez, bon, pour la plupart, vous avez vu Harry Potter ou vous l'avez lu, puis vous savez qu'il y a dans ce roman, dans ce film, un mot qu'on ne dit pas. Parce que quand on le dit, il arrive un malheur. Bon. Alors, on est rendu à vivre avec des mots qu'on ne dit pas, qui nous font peur et qui essentiellement ferment le dialogue, empêchent le dialogue. Et j'ai envie d'être audacieuse. J'ai envie de retrouver le bon sens et d'utiliser ces mots-là pour en parler. Et je vais commencer tout de suite avec un reportage que j'ai écouté et que je vous mets en lien. Ça vous tente de l'écouter à votre tour et qui porte sur le groupe Bilderberg. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce groupe, c'est une centaine de personnes, un peu plus de 100 personnes qui sont des personnes très riches et influentes. Là, je vous rapporte ce qui est dit dans ce reportage qui a passé sur Historia, il y a un certain temps, et qui possède à peu près 80-90% des ressources, des ressources de la planète. Et donc, on parle du fait que ces gens-là se rencontrent, discutent de certains thèmes, puis prennent des décisions. Et ce qui est dit dans le reportage, c'est que suite à ces décisions, on voit des événements qui adviennent dans le monde. Par exemple, les guerres ou encore des fluctuations de la bourse. Alors, ce qui se passe sur un plan économique et politique semble être en lien avec ces réunions. Puis la question que je me suis posée et que je vous partage, c'est comment on peut expliquer la réticence de plusieurs personnes à établir ces liens entre le groupe qu'ils connaissent peut-être pas, dont ils entendent parler, et ce qui advient dans certains pays, dans le monde. Comment on peut expliquer ça, qu'on soit réticent à penser, à comprendre, à admettre que dans notre vie quotidienne, il peut y avoir des événements qu'on subit qui peuvent être en lien avec ces rencontres. Je ne sais pas si vous la voyez, cette réticence-là. Bon, par exemple, les gens, on a tous à travailler. Ça fait partie de notre vie adulte. On travaille beaucoup, une bonne partie de la journée, une bonne partie de l'année, pour payer les biens qu'on consomme, pour remettre une dette, par exemple, si on achète une maison ou une voiture. Si on a de l'argent à la bourse, ben on surveille la fluctuation de nos profits. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met de l'argent en banque, on achète des biens dont le coût peut monter, descendre. Alors, on subit ou encore on vit des événements dans notre quotidien, puis plusieurs sont réticents en ce moment, alors qu'on en parle de plus en plus, réticents à s'intéresser même aux liens.
entre des décisions qui sont prises par des groupes de personnes qui ont des moyens, puis notre vie quotidienne. Et bon, parler de Bilderberg, parler de Davos, du Forum économique, parler de la BRI, la Banque des règlements internationaux, parler de d'autres termes qui sont encore plus chargés émotivement, ça ferme le dialogue. Ça a un impact. Ça nous étiquette. Qu'on en parle ou pas, d'ailleurs, on est à l'intérieur d'étiquettes de groupes de personnes. Je trouve ça très intéressant de pouvoir aborder ce thème avec vous. Je participais en fait à une discussion entre deux amis. Et il y avait une mésentente autour du mot complot. Complot, ça nous tend un autre mot qu'il faut pas utiliser. Parce que tout de suite, on se braque dans nos discussions avec les gens. Et bon, je vous dis le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Il y avait pour une personne, le complot existait et sa définition, c'était une intention, je vais le dire très simplement, là, de mettre en place une gouvernance mondiale. Une intention, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises et qu'on peut retrouver dans des documents publics. Et pour l'autre ami, qui hésitait à utiliser le mot, il disait, dans la mesure où c'est un complot raté, ce n'est pas un complot. Ensuite, il disait, dans la mesure où le complot provoque chez plusieurs personnes une attitude, une position de soumission. On ne devrait pas utiliser ce terme-là. Il ne reconnaissait pas d'ailleurs qu'il y a un complot. C'était, ça peut être un hasard, ça peut être des erreurs qui sont commises. En fait, il disait que s'il y avait eu une intention malveillante, on constatait qu'il y avait plusieurs erreurs, que ça n'avait pas marché comme il le voulait. Et j'ai participé à la discussion. Et ce que j'en ai, moi, ma perception par rapport à ça, c'est qu'il y a effectivement une intention qui se reflète dans l'observation que je fais. Depuis l'ère industrielle, de considérer les humains un peu comme du bétail. Et qu'effectivement, les documents qui circulent attestent, ou en tout cas attestent qu'il y a une intention malveillante, puis je peux observer cette intention à partir de l'observation que je fais, tout simplement. L'observation de tout ce qui se passe depuis très longtemps, puis en plus, à travers les documents qui existent. Alors, je trouve ça très intéressant de voir comment il y a des termes qui sont devenus tabous. Et comment, en même temps, j'ai envie de dire, on a avantage à en parler. À parler à la fois de ces termes et du fait que c'est devenu tabou. Et si c'est un tabou, c'est peut-être justement qu'il y a une intention de refermer le dialogue, de ne pas permettre aux gens d'aborder des choses qui sont délicates. Et si elles sont délicates, c'est peut-être justement parce qu'elles sont reliées à un pouvoir que l'individu ou la société peuvent se réapproprier et retirer à des gens qui, en ce moment, peuvent contrôler les médias traditionnels, par exemple, les médias sociaux. Alors, j'ai aussi assisté à un autre entretien de deux personnes qui ne sont pas du domaine de la psychologie et qui parlaient de la psychologie. Et je réalisais que
si ces entretiens qui sont rendus publics peuvent aider les gens, on disait tant mieux. Mais pour une personne qui est spécialiste dans le domaine de la psychologie, je disais spontanément, mais je pense avec bienveillance, que c'était une insulte pour moi. Parce que on faisait n'importe quoi, on arrivait avec des absolus qui doivent être nuancés. On affirmait des choses qui pouvaient placer les gens dans une position de découragement éventuellement. C'est-à-dire quand on dit les choses sans nuance, quand on affirme par exemple, vous devez avoir approfondi votre passé, avoir réglé vos problèmes du passé pour être heureux dans le présent et dans le futur. Pour moi, c'est un absolu qui est complètement, en tout cas, qui est pas mal faux si on considère d'autres approches que celle de la psychanalyse, par exemple. Et ce que ça fait chez les gens, c'est qu'ils peuvent tourner en rond pendant des années à responsabiliser un tiers, c'est-à-dire une personne qui est pas eux-mêmes, et faire en sorte qu'il n'y a rien qui se règle. Alors que, bon, je sais très bien maintenant, bon, on sait de mieux en mieux que chaque personne est différente et le fait que certaines sont plus sensibles que d'autres, ben, peuvent transformer un événement qui est, somme toute, pour d'autres anodin, un événement qui n'est pas intentionnel en trauma. Et puis, ça peut influencer le reste de leur vie. Ça, on peut comprendre ça, mais à partir du moment où on reconnaît qu'une personne est sensible, on peut travailler sur sa sensibilité. Là, on a du pouvoir là-dessus. Mais si on responsabilise nos parents, par exemple, on n'a pas de pouvoir. Puis on peut avoir l'impression d'avoir été victime toute notre vie. Alors, il faut faire attention, bon, c'est mon point de vue, lorsqu'on parle de choses qui n'est pas de notre domaine, au moins présenter ça avec beaucoup de nuances en disant que c'est un point de vue, c'est notre point de vue, puis en général, il y a une partie de ça qui est de la projection, c'est subjectif. Et c'est pour ça, entre autres, que même si, bon, j'essaie de parler à partir de mon domaine, qui est la psychologie, après avoir travaillé pendant 25 ans, à l'enseigner, à l'utiliser en psychothérapie, ben, je vous dis quand même que c'est que mes réflexions, que mon observation, que je mets en mots. Et je pense qu'on devrait tous faire ça pour éviter que les gens qui nous écoutent prennent ça pour du cash. Donc, je reviens à ma réaction face au mot complot. Comment je travaille pour arriver à ma perception des choses, c'est en observant puis en utilisant ma logique. C'est essentiellement ça. Je disais à des amis, j'ai la chance de discuter beaucoup avec des amis ces temps-ci en étant en Provence, en rencontrant bien des gens, que j'ai une aversion actuellement pour les livres. J'en ai lu beaucoup dans ma vie des livres. Et je me rends compte que les livres nous amènent à nous éloigner de notre expérience de la réalité. Et tant mieux si les livres vous aident à vous reconnaître. Mais c'est quand même assez particulier de retrouver dans les livres une meilleure connaissance de soi. Et je disais que moi, j'aurais pas assez du reste de ma vie à observer la nature, les humains, à les écouter, à être en contact avec eux. J'en aurais pas assez des années qui me restent à vivre pour vraiment comprendre la réalité. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai lu rapidement un article dont un ami m'a parlé au sujet du conspirationnisme. Du conspirationnisme. C'est un article qui est écrit par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et bon, ça a fait l'objet d'un article dans Le Devoir. Et on dit qu'on va publier à l'automne un livre sur le sujet. Et ce que j'en pense, c'est que encore une fois, c'est assez intéressant de voir les stratégies qui sont utilisées. En tout cas, celles qu'on peut observer. C'est-à-dire que, j'en ai déjà parlé, il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, qui dit ceci simplement, c'est que
pour passer une idée qui paraît inacceptable, on va commencer par en parler à l'intérieur de colloques ou de recherches. Ensuite, on va publier ça dans les journaux. Puis, on va finir par mettre en place des lois, par exemple. Puis bon, par rapport au conspirationnisme, on peut voir ça devenir. Dans le devoir, on parle de ça. Éventuellement, on va sortir un livre. Bon, puis ça a fait l'objet de recherches. Puis, on pourrait s'imaginer qu'il y a des lois qui soient mises en place dans nos pays. Et ce que je disais à ces deux amis qui parlaient de complot, c'est que dans la mesure où reconnaître qu'il existe un complot nous amène à s'intéresser, à nous intéresser aux stratégies qui sont utilisées, ça nous sort de la position de soumission. Au contraire, ça nous permet de comprendre que si en ce moment, il y a des erreurs qui sont commises, ça suppose peut-être qu'on voit des décisions qui sont prises de façon accélérée ou maladroite. Ça suppose, selon nos connaissances en psychologie, quand quelqu'un agit de façon maladroite et accélérée, c'est parce qu'il a peur, parce qu'il y a une panique et parce qu'il y a un sentiment de faiblesse ou d'impuissance. On peut comprendre de ça. Et le fait d'avoir cette compréhension-là, ça nous met dans une position de confiance, de dire, ben, si ces gens-là se sentent faibles, c'est peut-être parce que, justement, ils perçoivent en nous un certain pouvoir qu'on a de toute évidence. Là. La population mondiale a le pouvoir d'arrêter ce plan, pour ceux qui reconnaissent qu'il y a un plan, de façon radicale, instantanée quasiment, à partir du moment où les gens disent non, on n'embarque plus là-dedans, on refuse de remettre la dette, par exemple. On refuse comme commerçant d'exiger la passe. Il y a tellement de commerçants que c'est pas possible de tous les arrêter. S'il y a des amendes qui sont émises, on peut aussi en arriver à décider de se retirer de ce système de permis de commerce, par exemple. Ou encore pour les ordres professionnels, quand on reconnaît que l'ordre dans lequel on fait partie nous amène à ne plus pouvoir exercer notre profession, ne plus pouvoir partager nos connaissances. Je pense aux psychologues qui ont des connaissances dans le domaine. Mais ça peut être de prendre une décision personnelle, de se retirer de ces ordres. Et sachez qu'à partir du moment où il y aura une, deux, trois, quatre personnes, de plus en plus de personnes vont prendre la même décision. Et il n'y aura plus de pouvoir accordé à ces ordres. Je suis convaincue, comme les amis avec lesquels je parlais cette semaine, que le changement va advenir dans des petites collectivités de proximité. Le jour, par exemple, où on va se départir de nos téléphones intelligents, pour la plupart d'entre nous, n'avoir qu'un ordinateur à partager pour plusieurs personnes, il va y avoir un refus manifeste d'embarquer dans cette surveillance électronique, par exemple. On a des moyens. On a plusieurs moyens de ne pas embarquer. Alors, il s'agit, à mon avis, de commencer à parler librement de certains sujets, d'une certaine façon, sans être agressive, mais de façon affirmative, et de se départir à la fois de certains objets de consommation, objets de surveillance, mais aussi de sortir de ces institutions qui, on commence à le voir, ben, nous emprisonnent. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Donc, je reviens à cet article sur le conspirationnisme qui commençait à nommer des noms. Et on pouvait supposer, ou du moins imaginer, sans paniquer, sans s'en faire, sans avoir peur, que l'une des stratégies qu'il pourrait utiliser, c'est de nommer ces personnes, de les discréditer, peut-être en venir même à utiliser les moyens financiers pour les empêcher d'agir, par exemple, geler les comptes en banque, les emprisonner. Comme ça se voit là, maintenant, quelque chose qui est complètement inacceptable, inenvisageable il y a quelques années. Alors, sachant ça, effectivement, un peu comme un jeu d'échecs, on peut prendre les devants et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, collectivement, pour protéger ces personnes, pour éviter les stratégies qui s'en viennent. Encore une fois, quand on joue aux échecs,
quand on connaît les stratégies qui sont répétitives, là, on voit bien que c'est toujours les mêmes stratégies qui sont utilisées, bien, on peut prévoir puis on peut prendre des devants. Qu'est-ce que j'ai marqué? Il y a des choses qui sont vraiment très surprenantes et qui ont lieu présentement, puis j'ose en parler. C'est cette acceptation sociale qui pose question du fait que des gens qui sont élus pour nous représenter gardent confidentielles des décisions qui sont prises ou des informations. Je ne sais pas si ça vous surprend, vous. Non pas seulement que ça soit gardé confidentiel, ces décisions-là, mais que la population accepte ça. Pourquoi elle accepte? Bon, si on voulait analyser cette situation, on pourrait effectivement, comme on dit souvent, considérer qu'il y a une distraction tellement grande du boulot, métro, dodo, qui fait que les gens n'ont pas le temps de s'intéresser, de se préoccuper de ça, de ce fait qui est complètement absurde, de ne pas révéler des informations qui vous concernent. Donc ça, c'est vraiment particulier. Moi, j'en ai parlé. Alors, j'arrive à un autre thème qui, celui-ci, est vraiment, vraiment censuré, vraiment tabou. Alors, j'ai envie de vous faire vivre l'expérience d'être attentif à la réaction que vous allez avoir quand je vais vous en parler. C'est le thème de l'avortement. Alors, il y a des gens, alors imaginez deux positions, des gens qui vont dire, ben chaque personne, chaque femme est libre de choisir pour son propre corps, de se faire avorter ou de garder son enfant. Ça appartient au corps de la femme, ça appartient. C'est une décision que chaque femme peut prendre pour elle-même. Puis il y a des gens qui, au contraire, vont dire, ben la vie, on n'a pas, comme humain, le droit d'en décider. Et on peut pas non plus considérer qu'un fœtus devient un être vivant. Et donc, on devrait, si c'est pas interdire, c'est discuter socialement de l'avortement. Je sais pas où vous vous situez, mais moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai discuté avec Richard Descaries, qui est quelqu'un qui est bien impliqué dans la politique, puis qui discute souvent avec Jean-François là, de Théovox. Et je dis à Richard, quand tu en parles, quand tu parles de ta conception de l'avortement comme étant une action que l'humain ne peut pas, n'a pas le droit de faire, ben ça choque, puis ça ferme le dialogue, puis ça te discrédite. Et je l'ai écouté. Et j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je reviens au groupe de Bilderberg. Vous savez qu'il y a trois positions, trois opinions qu'ils ont. Il y en a une qui n'a pas de religion. Il y en a une autre qui n'a pas de vérité, que toute vérité est subjective. Puis la troisième, c'est que l'humain est au centre de tout. L'humain peut décider de la vie. Et je trouve ça très intéressant de voir comment l'avortement peut être instrumentalisé et comment c'est venu à notre esprit de considérer que l'on doit accepter l'avortement comme un choix libre, un peu comme en ce moment, tout le discours, tout le narratif du gouvernement par rapport à la vaccination, l'injection, repose sur l'idée du bien commun, qui est indiscutable. Tout comme la liberté de choix est indiscutable.
Mais je ne sais pas si vous voyez comme moi la possible instrumentalisation de ces idées. J'appelle ça une logique superficielle qui est basée sur des valeurs indiscutables. Et on va utiliser ça. Très intelligent, les stratégies psychologiques sont utilisées pour amener toute une population à accepter l'inacceptable. Et donc, il y a des sujets dont on ne peut pas parler justement parce que c'est basé sur des valeurs indiscutables, mais aussi à partir d'une logique qui est superficielle. Et quand on se permet d'écouter vraiment l'autre, de réfléchir, on peut se mettre à avoir des nuances. Puis, bon, je reviens à cet entretien que j'écoutais et qui était fait par deux personnes qui ne sont pas formées en psychologie, puis je me disais, mon Dieu, c'est important de réfléchir à ce qu'on dit, de présenter ça avec nuance, pour éviter que les gens tombent dans le même panneau qu'avant lorsque la religion leur disait « vous pouvez pas mettre un terme à la naissance, par exemple, ou les gens qui disaient ben l'homme est supérieur à la femme doit accepter l'infidélité de l'homme. » Peu importe les idées qui ont circulé et qui ont pu être instrumentalisées, je trouve ça important quand on parle de présenter ça comme une opinion et d'oser la nuance, d'oser le questionnement. Et c'est la même chose. J'en revenais pas comment, j'en revenais pas, je comprends en même temps comment on n'ose pas questionner les gens qui sont reconnus et qui affirment des choses. Et par exemple, on écoute une personne, on comprend pas ce qu'il dit, on fait un signe de tête, oui, oui, pour avoir l'air intelligent, mais on n'ose pas lui dire qu'on comprend rien de ce qu'il dit. Ou encore, bon, ces deux personnes-là qui affirmaient des choses sur un plan psychologique, et puis les gens disaient, oui, oui, c'est très intéressant, oui, oui, vous avez raison, alors que pour moi, c'est une véritable torture. C'était choquant. Et j'ai osé le dire. J'ai envie c'est principalement les femmes. J'ai envie de m'adresser aux femmes, leur dire, osez parler. Osez dire ce que vous pensez. Osez parler avec votre cœur, avec bon sens. Et j'ai envie de dire aux hommes, osez écouter. Osez vous écouter, osez écouter votre cœur. Osez dire, je sais pas, j'ai peut-être pas raison. C'est la même chose pour certaines femmes, que je peux dire, j'ai peut-être pas raison. Osez baisser vos armes, vos boucliers, pour recevoir les remises en question. Il y a des thèmes qui nous divisent. Il y a ces mots-là qu'on utilise et qui nous divisent. Réaliser que, encore une fois, j'écoutais une discussion entre deux amis qui parlaient de médiocrité, qui disaient que ceux qui embarquent dans le narratif du gouvernement sont médiocres. Puis je leur disais à mon tour, réaliser que ces mots-là nous divisent et que chacun d'entre nous, un jour, on s'est trompé. On n'était pas rendu là à savoir autant de choses et qu'on pouvait être perçus comme des êtres médiocres. Et que utiliser ces thèmes-là, ça aide pas. Ça désunit. Les étiquettes, faites attention aux étiquettes. On peut penser que les étiquettes sont des instruments de division. J'ai l'impression qu'on fait de l'éducation populaire en même temps. Je pense qu'il faut se pardonner de toutes nos erreurs. Il y a un ami très proche de moi qui disait, quand je m'écoute après une vidéo, je vois les erreurs que j'ai faites. Ben, moi aussi, j'en fais des erreurs.
Alors, on est imparfait, puis en même temps, on a tous un domaine d'expertise. Quand on a travaillé un certain temps dans un domaine, non seulement on était formés, puis peut-être déformés, là, bon, dans des institutions qui, on sait, sont assez biaisées, mais on a aussi une expérience, par exemple, de travailler avec des humains ou de travailler dans le domaine de la physique, de travailler dans le domaine de la psychologie pour avoir vu des êtres, bon, dans mon domaine, j'ai pu aider, j'ai vu des gens pris avec des problématiques. On a cherché ensemble à s'en sortir, donc on a une expérience. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on a tellement une valeur ajoutée, chacun d'entre nous, et on est en train de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire, c'est-à-dire partir de ce qu'on connaît, partager avec beaucoup d'humilité ce qu'on connaît, puis construire ensemble nos connaissances pour pouvoir se positionner comme un joueur d'échecs et dire, ben non, ça passe pas. Puis avoir des stratégies à notre tour. Des stratégies que peut-être on n'osait pas prendre initialement. Parce que, je vais le dire, là, sans être péjoratif, parce qu'on est gentil. Je parlais du mot gentil dernièrement, comment on a discrédité ce mot-là. Je trouve que les gens sont gentils, qu'ils sont bienveillants. Puis quand je le dis, les gens ont l'impression que je leur dis qu'ils sont pas intelligents. On peut être gentil et intelligent. Voyez comment les mots ont été instrumentalisés. Je m'enligne vers la terminaison de ma vidéo. On s'entendait avec certains amis pour dire qu'on va s'en sortir quand on se rencontrera sur le terrain, quand on acceptera de sortir de nos écrans et qu'on se rencontrera authentiquement, chacun, les uns face aux autres, puis qu'on se prendra en main. Alors oui, il faut éventuellement laisser tomber les médias sociaux pour créer autre chose, puis créer autre chose qui est en train d'être fait en ce moment, avant qu'on laisse tomber les médias sociaux. J'espère que je vous aide, j'espère que je peux vous éclairer comme je souhaite que vous m'éclairiez, comme vous le faites. Et qu'un jour, on travaillera ensemble, pour vrai, physiquement ensemble. Mais aussi dans une autre dimension qui est immatérielle et sur laquelle je veux terminer. Je me rends compte, je ne sais pas si c'est comme vous, de plus en plus que ce qui nous entoure à travers les lois qui sont décidées, à travers les montages médiatiques, les personnages qui sont des vrais comédiens qu'on appelle des chefs politiques. Cette absurdité qui consiste à faire en sorte qu'une minorité de personnes possèdent des ressources planétaires qui devraient appartenir à tout le monde. Je m'aperçois de plus en plus que c'est un vrai scénario. C'est une pièce de théâtre. C'est un décor. Et je crois qu'on a tout avantage à le considérer comme un décor qui nous rend indifférents. Indifférents à l'intimidation, à la pression que ça fait et à toutes ces stratégies plus psychologiques que d'autres choses qui sont utilisées pour nous faire taire et nous remettre à découvrir quelque chose qu'on a complètement oublié. Pourquoi? Parce qu'on était complètement distrait aussi, distrait par ce décor. On pense un peu comme le magicien d'Oz, là. Il y a plein d'événements qui attirent notre attention et on devrait tourner le dos à ces événements-là pour s'occuper de la souffrance réelle qui a lieu en ce moment et tendre la main aux autres pour nous entraider, pour faire en sorte que, à partir de vos compétences, vos qualités, vos attitudes, vous puissiez faire une différence aux gens qui sont autour de vous. Et on s'est fait distraire par un monde matérialiste. Et je réalisais tellement que ce qui est vraiment important, c'est le monde des émotions, des sentiments. Puis ça encore, vous voyez comment c'est chargé. Et quand on parle, j'ai utilisé un terme là, qui est un peu comme le terme complot, qui a le même effet, fait qu'on peut se fermer, se mettre à être désintéressé à ça. Et le thème, c'est le pouvoir du cœur. Quand je dis ça, le pouvoir du cœur, il y a une partie d'entre vous peut-être
qui se dit, c'est pas intéressant. Et réalisez-vous que si vous vous dites ça, c'est peut-être parce qu'on vous a fait croire que c'était pas intéressant et qu'on a tout avantage à se remettre en question puis à réaliser que qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie. Souvent, je fais référence au seuil de votre mort. Quand les gens savent qu'ils sont mourants, par exemple, ce qui va devenir important, capital, ce n'est pas d'avoir travaillé toute leur vie pour gagner de l'argent. C'est l'amour. C'est la sécurité affective. C'est d'être entouré de ceux qu'on connaît, qu'on aime. C'est pas d'être entouré de professionnels qui connaissent les soins. Oui, on a besoin, il y a une sécurité physique. On veut ne pas souffrir, mais ce qui est le plus important, c'est la sécurité affective. Et là, ces termes-là, le pouvoir du cœur, c'est associé au New Age, à l'ésotérisme. Mais regardez vraiment ce qui vous touche. Qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi dans la musique, par exemple, il y a tant de chansons d'amour? Pourquoi la musique nous bouleverse? Parce qu'elle nous rejoint dans nos émotions. Pourquoi l'art nous fait réagir comme ça, nous fait pleurer parfois? Pourquoi quand on chante ensemble, on vit quelque chose d'indescriptible tellement c'est beau? Parce que le monde immatériel, le monde du cœur, c'est ce qui est le plus important pour nous, les êtres humains. Alors, je nous souhaite que dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, qu'on s'intéresse à ça de nouveau. Qu'est-ce que c'est ce monde des émotions? Et qu'on apprenne à rester davantage en silence quand on est ensemble, à écouter davantage. Je parle beaucoup dans mes vidéos, mais ceux qui me connaissent, vous savez que j'écoute beaucoup, que je prône le silence. Pourquoi le silence? Parce que ça nous permet d'écouter notre cœur, de porter attention à ce qui se passe en nous et de redécouvrir le pouvoir de ce que Philippe appelle la vibration, Philippe Lima. Je trouve que ce mot-là, il est un peu déchargé, je vais dire ça comme ça. C'est plus qu'une vibration. C'est une onde puissante qui crée la réalité. Je l'ai déjà expliqué, mais dans le fond, c'est ce que je nous souhaite. D'être attentif et de reprendre possession de la puissance de nos émotions, autant celles qui sont négatives et dans lesquelles on nous aspire en faisant peur, en créant la haine, la division, que celles qui créent le futur que vous voulez, qui sont les émotions positives, l'amour, la bienveillance, l'émerveillement. Quand votre cœur transmet cette onde, cette énergie chargée, il se crée quelque chose autour de vous. Il se crée ce qu'on appelle des miracles, mais qui en sont pas, si on comprenait mieux ce qui se passe dans le monde immatériel. C'est comme ça que j'aimerais terminer encore en vous disant merci d'être en chemin, ensemble, dans cette redécouverte du pouvoir de notre cœur. Mot tabou. Alors, je vous invite à parler, à écouter, à être en silence avec les autres, à accepter ensemble d'entrer dans ce monde, dans cet univers, pour réapprendre à être non seulement des gardiens d'un univers qui est très beau, mais aussi des constructeurs, des bâtisseurs de ce monde-là. Puis à perdre cette idée que on pourrait vous juger pour ça.
Merci. À bientôt.